Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Stepcast. C'est Rémi et Antoine. Donc, Bonjour. Salut à tous. je vous présente Antoine rapidement. C'est un ami d'enfance qui est pas forcément pratiquant de musculation, mais Je pense que ça se voit. donc aujourd'hui je voulais absolument inviter Antoine parce que il a un parcours atypique. On va dire que les personnes qui écoutent ce podcast vont sans doute se reconnaître sûrement dans les traits de caractère d'Antoine parce que on fait pas tous de la musculation, mais Antoine, peut-être que je peux te laisser te présenter, ce sera plus facile. Ouais, tout d'abord déjà merci Rémi de m'inviter dans Stepcast. C'est un honneur pour moi et un grand plaisir de partager ça avec toi. Effectivement, on est amis depuis un bon paquet d'années maintenant. Pas loin de la moitié de notre vie, hein, on va dire, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Collège, on a commencé. Effectivement, ouais. Parcours atypique, je sais pas, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je suis pas pratiquant de musculation, effectivement. Je vais un petit peu en salle de sport par rapport à mon autre sport de prédilection. Et aujourd'hui, moi, je suis Sans plus demi-fond. attendre, vas-y, Voilà. dis-nous, parce que là, On maintient le c'est suspense, palpable. Hein. On maintient le suspense. Non, je suis coureur à pied, donc athlète, et notamment sur du demi-fond au fond, c'est-à-dire que je pratique du 3000 mètres jusqu'au marathon, concrètement parlant, en passant par du 10 km, du semi-marathon. Mais voilà, mes distances de prédiction, c'est du 3000 mètres jusqu'au marathon, et je cours. Ouais. Tu vis course à pied, mais tu n'es pas n'importe quel coureur. Tu n'es pas n'importe quel balai Harry Potter. Harry, je sais pas si t'as la ref avec Ouais, le Nimbus j'ai la 2000. ref, bien sûr. Donc Antoine, tout modeste qu'il est un excellent coureur puisqu'il fait depuis très peu de temps en fait des marathons. Mm. Et sur 3 marathons, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu as fait? Concrètement parlant, maintenant ça fait depuis fin 2021 où je suis monté sur la distance reine entre guillemets de la course à pied qui est le marathon. J'avais débuté par des distances beaucoup plus courtes par le passé et donc depuis fin 2021 donc ouais, j'ai effectué mon premier marathon du côté de La Rochelle. Donc marathon en France que j'ai parcouru du coup dans un chrono de 2h27 minutes. Ça représente de l'allure à 17 km/h, si je puis dire. Je crois que c'est ça, ça doit être aux alentours de 17 km/h. Ça galope, hein, parce que là actuellement, on peut le dire, on est à 3 ou 4 km/h, ou 3 pour Antoine. Moi je suis à 4 km sur mon tapis. Imaginez 17 km/h sur une grosse distance. Ouais, c'est vrai que je suis pas trop habitué moi à marcher sur tapis. Généralement je cours. Mais pour ce soir je vais prendre, hein. Je suis quand même content de faire un petit peu de marche. Donc le marathon de La Rochelle. Voilà, en 2021, on s'est rendu compte qu'au final, c'était une filière qui s'était plutôt bien passée parce que la préparation avait été un petit peu rapide. Donc un objectif abouti ou en tout cas une prise de connaissance de cette nouvelle distance qui n'est pas toujours évidente. Il faut savoir que le marathon, c'est une discipline où on va chercher beaucoup en résistance et qu'il y a ce fatidique mur, en fait, le mur du marathon qui représente souvent un coup de bambou, une baisse énergétique très importante qui coupe les jambes, qui coupe l'organisme de manière générale parce qu'on arrive vraiment dans la saturation musculaire proprement parler en fait de l'effort. Ce mur du marathon jusqu'à présent je ne l'ai toujours pas connu. J'ai toujours progressé, je vais l'expliquer un petit peu après, puisque du coup en ayant vécu ce premier marathon en 2h27, ça me classe voilà, sur des coureurs français c'est assez intéressant, on va dire, dans les 100 meilleurs marathoniens français chez les hommes. Voilà, ce qui n'est pas vraiment un gros représentatif, mais Tu fais partie quand même de l'élite quand même des coureurs. je me considère chanceux d'être un bon coureur. La Après, modestie. mais le haut niveau est encore beaucoup plus loin. Proprement parlant. Mais c'est vrai que du coup, en ayant vécu ce premier marathon, j'ai décidé l'année suivante d'en refaire un.
pour tester encore plus de limites et avoir une préparation optimale pour cet événement-là, avec vraiment une organisation plus pointilleuse sur mes entraînements, sur cet objectif ciblé. Et donc du coup en 2022, en décembre 2022, je décide de préparer le marathon de Valencia, donc Valence en Espagne, qui est un des plus gros marathons en Europe, qui est très plat, très rapide et très réputé, avec une grosse densité en termes de coureurs. Donc, généralement ça va très vite. J'effectue ma préparation, tout se passe bien. Le jour de la course, je pars donc du coup plus ou moins dans l'inconnu que sur mon premier, forcément. J'avais déjà mon background de l'année précédente. Et je pars avec 2 camarades d'entraînement avec qui j'ai effectué une grosse partie de ma préparation sur des objectifs du coup. Où là, le chrono, forcément, il fallait qu'il baisse. Et donc, on part dans l'objectif de faire 2h23 sur ces allures-là, qui représente à peu près 17,7, 17,8 km/h. Donc presque 1 km/h de plus. Il s'avère que sur du coup ce second marathon, je réalise un chrono de 2h20 et 50 secondes, ce qui fait une allure de 18 km/h, tout rond. Donc c'est-à-dire qu'en un an, j'avais déjà gagné 1 km/h sur cette distance-là, en ayant optimisé un petit peu plus mes changes justement. À ce sujet-là. Et donc du coup, objectif validé, très content, la prépa a beaucoup pris d'énergie, etc. Je décide en 2023 de ne pas faire de marathon. Voilà, je décide de redescendre un peu sur du plus court, travailler ma vitesse, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard aussi, et de me focaliser sur du plus court pour après, en 2024, donc cette année, revenir sur cette distance-là, sur le marathon, en me consacrant justement 100% à cette distance-là. Et donc j'avais envie de tenter un premier marathon sur la première partie de l'année. J'ai opté pour le marathon de Paris. 1 pour le prestige, 2 pour la proximité, et puis oui, l'envie de faire un marathon en ce qu'on appelle la sortie d'hiver. Voilà. Début printemps, grosso modo. Donc marathon que à l'heure actuelle j'ai effectué, avec une prépa assez intéressante, mais peut-être qu'on en repassera aussi sur ce sujet-là. Et donc objectif bien réalisé, parce que mon but était maintenant de gagner 1 minute par rapport à mon marathon de Valence, sachant que Paris est un marathon qui est un peu plus vallonné, avec les quais de Seine, etc., la montée du bois de Boulogne, donc un peu plus vallonné que Valencia. Je ne vous cache pas que gagner 1 minute déjà sur mon chrono, on me l'aurait dit en partant le matin même de la course, je signais. Alors on se dit oui, beaucoup d'entraînement pour gagner 1 seule minute, ok, mais à la fois c'est quand même énorme, dans un sens où ça fait gagner plus d'1 seconde par kilomètre. Ça s'appelle voilà, amener des petits gains marginaux pour pouvoir un petit peu progresser. C'est la fameuse micro-progression mais en musculation. On a Ex- beaucoup de points Exactement. communs avec la musculation, mais je vous présenterai un peu le sommaire parce que là c'est très intéressant de nous expliquer un peu ton parcours parce que là on arrive quand même sur l'apothéose. Et là du coup voilà, Paris se passe très bien au final. Je termine le marathon en 2h18 et 37 secondes. Donc je mets plus de 2 minutes à mon ancien record sur un parcours un peu plus difficile, ce qui laisse présager quand même de belles choses pour plus tard. Et donc voilà, objectif bien plus que réalisé à Paris, mais je raconterai peut-être un petit peu plus le scénario de course dans un sens où c'est beaucoup de gestion de l'effort sur des distances marathon. Et donc forcément, vu que je me suis consacré que à du marathon cette année, je décide de revenir à Valence en fin d'année, début décembre. Eh ben, le rendez-vous est pris. Bon, alors, tu nous as parlé de beaucoup de données au niveau des temps, etc. Mais pour le pratiquant lambda qui n'est pas aussi attentif à toutes ces datas,
est-ce que tu peux nous parler en termes de classement? Parce que je pense que pour ceux qui écoutent ce podcast, et moi le premier, quand on en a parlé, je vous expliquerai pourquoi on en est venu à faire ce podcast, parce que c'est un peu décousu, mais je vous réexplique le sommaire juste après ça. Mais en termes de classement, est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente? Alors, classement au niveau de la course, c'est ça que tu veux me notifier, Rémi? C'est ça, ouais. Le classement, c'est pas des choses que moi je vais forcément regarder. C'est très très parlant pour certaines personnes, exactement. Mais c'est vrai qu'à Paris, je termine donc 13e au général, avec une deuxième place chez les Français. Et sur grosso modo 52 000 coureurs à peu près. Mais voilà, ça reste un événement hors du commun. Il faut savoir qu'à Valence, avec 2 minutes de plus, je terminais même pas dans les 100 premiers en 2022. Donc ça dépend vraiment Oui, ça des dépend de courses. la configuration de la Bien sûr. course, etc. Mais je pense que voilà, juste dire le résultat, même si derrière, comme on l'a dit, c'est plus les datas De le l'allure. chrono, de l'allure, de la progression par rapport à ton précédent marathon, etc. Ça, c'est clair que c'est le plus important. Mais voilà, on avait besoin d'entendre que tu as fait quand même des très grosses places. Ouais, c'est aussi une petite fierté, bien sûr, mais c'est pas la data entre guillemets comme tu dis que je vais le plus marquer en rouge sur mes carnets d'entraînement. Bien sûr. Bon, Antoine nous a parlé du coup de son parcours, on va dire récent, avec son switch vers le marathon. Mais pour donner un peu plus de contexte et vous donner un petit peu la trame qu'on va suivre dans ce Stepcast, c'est déjà une poursuite de discussion parce qu'avec Antoine, on s'était revu il y a 2 semaines pour manger ensemble et on avait commencé à parler et on s'est dit mais putain, mais tout ça là, on pourrait le partager avec vous et c'est ce qu'on fait aujourd'hui parce que la discussion était hyper intéressante parce qu'on va faire des liens directs entre ce que j'ai dans ma pratique, ce que Antoine a dans sa pratique, il y a plein de ponts et surtout après en termes aussi de développement personnel, comment on peut aussi amener cette touche la progression, l'optimisation, chercher à traquer ses datas, essayer de réussir en fait dans sa vie perso, professionnelle. Et en fait, ce goût de l'effort là, eh bien, Antoine va nous partager encore une fois dans ce podcast. Donc, on va revenir sur les débuts, le parcours d'Antoine. Ça fait 10 ans, hein, je crois que tu t'entraînes. C'est ma 12e licence en club. Ouais. 12e licence, donc 12 années. Donc, on va reprendre ensemble ce parcours-là. Savoir un petit peu tes expériences un peu marquantes dans ta pratique. Également ta philosophie de course, parce que ça aussi, je pense que derrière chaque coureur, derrière chaque athlète, il y a aussi une philosophie. Et l'idée, ça va être de voir un petit peu comment tu vois cette motivation, cette discipline, cette envie quotidienne que tu as à essayer de toujours dépasser tes limites. Bien sûr, on parlera de cette réflexion et de tes projets aussi futurs. Et bien sûr, on conclura avec des questions comme on a pu le voir dans le Stepcast avec Thomas, du comment on fait pour être un Antoine, est-ce que tout le monde peut être un Antoine? Et donc on essaiera de faire une petite to-do list du quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme Antoine. Voilà, j'aime bien aussi mettre au centre dans ce podcast l'invité, et c'est tout l'enjeu de cette dernière partie, donc restez bien jusqu'au bout. Antoine, quand je t'ai dit que ça faisait 10 ans que tu t'entraînais, c'est parce que je suis retombé sur une photo qui m'a été repartagée sur Facebook. Ouais. Tu vois laquelle c'est? Donc peut-être pas. Ça dépend. Ça dépend. Alors avec Antoine, donc 12 ans qui se pratique. Ouais. Moi je faisais à cette époque-là du vélo. Et sur Facebook, il y a un petit souvenir qui est apparu d'une course qu'on avait fait, un duathlon. Ouais. Toi en course à pied, moi en vélo. Ouais. Donc c'était un truc qu'on avait partagé ensemble et du coup je suis tombé sur cette photo. Je pense qu'elle pourra très bien illustrer la miniature de ce podcast. Je pense qu'on pourra la mettre parce qu'elle est très très parlante. Carrément. Et donc voilà, donc tu as commencé il y a 12 ans et comment t'es venu en fait cette envie de faire de la course à pied?
Bah, grosso modo, pour reprendre un petit peu mon historique sportif, j'ai toujours fait de la pratique sportive. Nous, à l'époque où on s'est rencontrés au collège, en 6e, 5e, j'étais encore pratiquant de judo. Je suis un très petit gabarit, je ne suis pas très grand, je ne suis pas très épais. Mais voilà, j'ai fait du judo pendant quelques années, pendant ouais, bien 8 années de pratique, hein, je pense. 8 années de pratique avec un petit peu de compétition, mais jamais de très bon niveau sur cette discipline-là, mais de la rigueur. J'allais aux entraînements, je prenais du plaisir, je voyais des copains, j'allais un peu en compétition pour se dépasser un petit peu, etc. Mais voilà, pas cette envie, cette culture entre guillemets de la compétition et de la gagne. Mais voilà, j'ai fait ma petite pratique sportive, etc. En arrivant, ouais, ça devait être en 3e ou peut-être au lycée, je pense, j'ai arrêté le sport en club. J'ai arrêté le sport en club, ça ne m'empêchait pas de faire de l'activité physique à côté. Je faisais un peu de VTT, enfin bon, bref, voilà. Vous faisiez de la pêche et du airsoft. Ouais. On était tous les deux aussi. Hein, ouais, bien sûr, c'est pour ça. Et toi, déjà, à ce moment-là, tu avais même déjà pris une licence de vélo avec mon frère. Sans doute, ouais. Ouais. Dans le même club que mon petit frère. Sur lequel je le suivais d'ailleurs sur diverses compétitions, et ça m'est arrivé de voir Rémi sur des compétitions. Et au collège, j'ai toujours bien aimé les crosses. Les cross-country, donc discipline assez particulière à courir un petit peu dans les prairies et les sous-bois. Ça se fait encore? Ça se fait toujours, bien sûr, ouais, ça existe Trop toujours. bien. Et donc voilà, on faisait les crosses à l'UNSS, etc. On avait une bonne petite équipe de gars, c'était assez sympa. J'étais jamais le meilleur, j'étais jamais le moins bon en EPS aussi, mais c'était un cycle que j'aimais bien en EPS. Je parlais, quand je disais cross, moi je pensais plus au cross des collèges. Ça se fait encore ça? Ouais, bien sûr, ouais. ça se fait encore, ouais. Cross UNSS, etc. Ça Ok, se fait aussi ok. toujours, hein, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs. Et, du coup, à cette période-là, voilà, je faisais que du sport scolaire, entre guillemets, et arrivé au lycée, voilà, un emploi du temps un peu bouleversé, j'habite un petit peu plus loin de mon lycée, il y a un peu plus de temps de trajet, voilà, moins évident de s'organiser. Et d'ailleurs, on change de lycée, on finit dans la même classe. Pour la première fois de toute la scolarité d'ailleurs, on a été qu'ensemble en première. Et à ce moment-là, je décide de vouloir reprendre le sport en fin de première, je pense, en club, pour justement m'amener un peu plus d'assiduité. Et j'avais le choix. J'avais le choix entre la course à pied, ça me plaît bien. Je me rappelle que j'étais pas si mal que ça au collège, mais j'étais pas exceptionnel non plus, mais ça me plaisait bien. Ou j'avais le choix de signer une licence de foot dans ma petite commune du Limousin, avec des copains. Je vous cache pas que j'avais jamais fait de sport sport co. J'ai pris l'option course à pied, je suis arrivé dans un club, j'ai hyper bien sympathisé avec quelques-uns des adhérents et tout de suite je me suis pris au jeu. Alors, je me suis pris au jeu dans quel sens? Où tout de suite un coach a commencé à m'encadrer, très important justement pour vous amener des bases dont vous n'avez pas la culture. Moi mes parents ils n'étaient pas coureurs, voilà, je mettais les pieds dans un sport que je ne connaissais très peu, quoi. En fait, ça c'est le premier pont qu'on peut faire avec la musculation, c'est que le mec qui est bon en musculation, c'est le mec qui a des connaissances et qui est capable d'avoir une programmation structurée et qui est capable de la justifier, de savoir quel exercice est fait pour tel muscle, etc. Et Antoine, c'est la même chose. Il découvre la course à pied, mais sans trop de connaissances, et du coup, il va s'entourer d'un coach. Exactement, ouais, je m'entoure d'un coach pour justement qui puisse m'instruire sur les pratiques et sur l'élaboration de l'intensité. Je sais qu'en muscu, vous aimez bien me parler d'intensité. Nous, c'est de l'intensité, mais on va plus parler de fractionner, justement, tout simplement de répétition.
Et du coup, je me prends un petit peu au jeu, mais je continue de voir mes copains. Je vais 2 fois à l'entraînement dans la semaine, parfois un troisième le week-end. Je ne me prive pas d'aller faire un anniversaire le samedi soir et d'aller me coucher un peu tard, picoler un petit peu ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça me plaît, je fais un petit peu de compétition. Ça va, je me débrouille, mais c'est pas optimal. C'est-à-dire que c'est pas optimal, je suis dans les catégories jeunes, juniors. J'arrive pas à aller au championnat de France de cross. J'arrive pas à aller au championnat de France de cross, c'est toujours à 4-5 places devant moi. Il manque 10 secondes entre guillemets pour aller chercher cette qualification au championnat de France de cross, qui est généralement un gros événement sur la saison en tant que coureur à pied. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à m'entraîner un petit peu plus. De 2-3, je passe à 3-4 tout de suite, fois par semaine. Ou tout de suite, les week-ends de compétition, le samedi soir, oui, je vais pas en boîte, je vais pas à tel anniversaire ou quoi que ce soit. Ou en tout cas, je me mets pas d'écart. Mais voilà, il y a déjà ce petit cap de passer. C'est-à-dire que là, tu mets en place ce qu'on appelle en musculation, mais en fait, c'est dans n'importe quel sport. C'est pour ça Oui. qu'on peut le transférer dans n'importe quelle discipline à cette notion de hiérarchisation, de priorité. Tu fais de la course à pied, ta priorité numéro 1, donc tu vas mettre tout en place pour justement être bon dans ça. Et donc avancer sans rancune en te disant, bon bah là, j'ai fait cette place-là, mais en même temps, je pouvais pas faire mieux parce que mon environnement, tout ce que j'avais mis en place comme action, eh bien, elles étaient directement liées à la performance que tu souhaitais faire dans ta course à pied ou dans ta compétition. Là, Ouais. je vais y arriver. Ouais. Alors c'est le début de l'optimisation, hein, c'est vraiment léger. Hein. Je pense que à l'époque, je me disais, dans tous les cas, tout passe par l'entraînement. Ce qui est vrai parce que j'ai une base qui est assez minime. Je débute, ça fait 2-3 saisons 2 saisons que je cours. Voilà. Au final, je commence à connaître différentes disciplines. Je vais un petit peu sur les courses sur route, donc 10 km. Je vais donc sur les cross-country l'hiver. Je vais un petit peu sur la piste, 800 mètres, 1500 mètres, un petit peu de 3000 mètres. Voilà, je touche un petit peu à tout, je vois un petit peu ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, je réajuste, etc. Mais je continue à progresser. Et ma progression, je la vois surtout au niveau chronométrique. Voilà, on a un sport dont le seul juge, c'est la montre. Voilà un petit peu. Et au final, je pars faire mes études. Et là, tout de suite, je passe de 3-4 fois à vraiment 4 fois par semaine, sûr. 4 fois par semaine, même parfois 5, je rajoute un petit footing de récupération que j'avais pas avant. Je peux pas m'empêcher de faire des ponts avec la pratique de la musculation où vraiment là on a la fréquence d'entraînement, de course à pied d'Antoine et après ce qu'on pourrait avoir nous en tant que Go Muscu, à savoir le split qu'on a. En gros, quel programme on suit, un push-pull leg, un upper lower, un condensé de tout ça, bref. Je peux pas m'empêcher, c'est ce qu'on a fait la dernière fois au resto, c'est exactement ça, c'est putain mais en fait il y a des ponts énormes. Mais totalement, c'est transversal. Hein. Et puis on va en parler un peu plus sur l'optimisation aussi des données, hein, forcément. Mais voilà, et du coup je repars sur un autre cycle d'études supérieures. Et là je rencontre d'autres amis qui pratiquent l'athlétisme aussi. Et donc du coup, là c'est vraiment 5 fois par semaine. Assiduité un petit peu plus importante. Je suis en retour de blessure en plus, je me suis blessé sur certains tendons. Donc je fais attention à ma pratique au niveau du soin également. Je commence à avoir un kiné de temps en temps. Je me renseigne sur certaines techniques de soins, sur certains accessoires aussi pour se soigner, sur des techniques de massage, je commence à amener des étirements. Voilà, progressivement, hein, c'est vraiment de façon assez partielle parce que je prends ma pratique n'est pas encore au centre en fait de ma vie. Et puis
je reviens de mes études, je profite un petit peu, mais je cours 5-6 fois par semaine grosso modo. Il y a toujours un jour de récupération où je ne fais rien, je ne fais pas de sport. Mais voilà, c'est quand même l'assiduité qui est déjà, en 4 ans, je suis passé de 2 entraînements à 6 quoi. Voilà. De façon assez progressive, avec des blessures quand même, hein, il faut le rappeler. Qu'est-ce que tu as eu comme blessure? Beaucoup de problèmes tendineux, tendinite du tendon fascia lata, donc c'est le tendon qui est sur le côté du fémur, un petit peu quelques petits tendons au niveau des releveurs de pied, etc. Des tendons assez proches, mais ces blessures m'amènent aussi un intérêt en me disant le kiné c'est bien beau, mais je préfère aller courir. Donc j'essaye de comprendre de pourquoi je me suis blessé et pourquoi je ne veux pas me re-blesser et comment je vais pouvoir faire pour ne pas me re-blesser. Donc c'est aussi là où je commence à un peu plus me mindset entre guillemets en me disant vas-y, il va falloir continuer à optimiser tout ça. Et puis bref, mes études se finissent, je reviens chez mes parents, je profite un petit peu, je vous cache pas, et puis j'attaque le travail. Le travail avec des horaires un petit peu particuliers où je bossais beaucoup en soirée, et donc j'avais le reste de ma journée pour m'occuper, notamment pour aller m'entraîner. Et pendant des mois, tout de suite, je passe à 6 entraînements à 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 et même parfois 2 fois par jour. Alors 2 fois par jour, où pas forcément je cours 2 fois par jour, mais tout de suite je cours le matin et je vais faire du vélo l'après-midi pour amener un petit peu de volume. Vous avez entendu, on parle de volume. On parle de volume, ouais. Et je vais revenir sur ça plus tard parce que je vais donner une échelle entre guillemets de volume. Déjà en fonction de mes préparations et puis même en fonction de tout cet historique. Et puis après, la compétition fait bat son plein. Je veux battre mes records, je veux battre mes chronos, je veux commencer à optimiser. Donc, je vois un kiné régulièrement. Je change de ville. Donc là, je m'entoure également de nouveau d'un ostéo, d'un kiné. Je fais attention à bien récupérer les week-ends parce que mes semaines sont un petit peu chargées. Mais les week-ends, je fais attention à bien récupérer. Je sors beaucoup moins. Je commence à optimiser avec du matériel un petit peu pour récupérer. Sur de l'électrostimulation, des huiles de massage, patati patata, enfin bon bref, je ne vais pas faire un détail de tout ce que j'ai. Tu testes, Ouais. tu vois ce qui peut fonctionner ou pas. Exactement. Mais le cœur même de ta pratique, c'est justement de pratiquer. Et en fait, l'optimisation, elle vient en complément. En fait, bien souvent, des personnes qui vont vouloir débuter un sport, pour certains cas, elles vont vouloir être parfaites dès le départ et donc oublier quelque part la pratique. Ouais. Et en fait, je crois que c'est le noyau le plus important, c'est de vous dire que il n'y a pas de pourcentage de il faut faire tant pour la musculation ou pour l'entraînement de course à pied, etc. Tant de pourcents pour la nutrition, tant de pourcents pour la récupération. Non, il n'y a pas d'ordre. Ce qu'il faut mettre en place directement, c'est de pratiquer, puisque c'est là que vous allez pouvoir collecter des données. Ouais. Et en fait, le bon pratiquant, c'est celui qui pratique. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas la personne qui va tout de suite chercher la petite bête à optimiser avec des massages alors que il s'entraîne pas aussi bien qu'il pourrait le faire en fait. La pierre angulaire, c'est l'entraînement, hein. De toute façon, c'est les fondations, c'est la base, c'est l'entraînement. Et après, on vient vraiment apporter le reste de l'optimisation. On parle souvent, tu sais, de la règle du 80-20. Ouais. Voilà, et ben, là, typiquement, c'est l'exemple opposé du ton entraînement, il n'a pas de pourcentage, il doit être central. Et après, tout ce qui est autour, c'est ces petits points d'optimisation, mais ça ne doit pas prendre le dessus sur le reste.
Ouais, sur ça, je suis 100% d'accord. On avait déjà évoqué en plus ce sujet-là avec toi, Rémi. L'entraînement avant tout, oui, et après, qu'est-ce qu'on apporte pour justement avoir des gains marginaux. Et du coup, ce qui m'aide un petit peu aussi à la construction de tout ça, c'est que tout de suite après, je ne veux pas dire je me professionnalise un peu plus, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais je deviens beaucoup plus assidu et attentif à ce que je fais, à mes points de forme aussi, à savoir là il faut que je sois en forme sur telle date du calendrier parce que j'ai telle compétition à ce moment-là, pour éviter d'être complètement fumé une semaine avant. Les pics de forme, c'est hyper important. Petit point encore avec la pratique de la musculation, parce que forcément, je ne peux pas m'en empêcher, mais là vous avez typiquement la fameuse roadmap, le cahier de route en fait de votre programmation avec des échéances, alors à court, moyen, long terme, qui vont stimuler votre quotidien. Alors bon, en musculation, ça va être sur tant de semaines, par exemple, on va avoir une période de déficit calorique, on va perdre du poids. Après, va s'en suivre une période de maintien calorique, donc on va stabiliser son poids, pourquoi pas après enchaîner avec un surplus calorique. Et en fait, ça, c'est tout simplement pour justement faire varier un petit peu notre programmation. Et toi, tu l'as directement avec ta pratique et les échéances de course à pied. Alors, le seul point qui est différent entre la course à pied et la musculation, c'est que sauf ceux qui font du bodybuilding et donc qui ont des compétitions, nous, Go Muscu, on n'a pas forcément de deadline. Et donc ça, c'est peut-être le seul point qu'on pourrait du coup trouver de différent. Et encore, Et encore. et encore, parce qu'on peut, comme tu as dit, on a des points sur des objectifs à court, moyen ou long terme. Voilà. Moi, j'ai des objectifs à moyen terme, mais j'ai des objectifs aussi à long terme. Et là, l'entraînement gravite aussi autour. Ouais. Donc voilà, on ne peut pas s'en empêcher, enfin je peux pas m'en empêcher de faire des liens hyper logiques avec la pratique. Donc c'est vrai que pour le coup, tes périodes de forme, tu es obligé de les mesurer et c'est ce que tu fais. Exactement. Exactement. Et en fonction de ces périodes de forme aussi, ce que je décide d'introduire un petit peu, c'est des blocs d'entraînement un petit peu plus en surcharge. Alors c'est pas la surcharge où on va se fumer la tronche entre guillemets, mais c'est-à-dire que je commence à amener certaines pratiques différentes dans le sens où j'ai mon quotidien, j'ai telle séance d'intensité tel jour et tel jour. J'ai mes footings de récupération tel jour, tel jour, tel jour pour drainer un petit peu tout ça et favoriser l'amélioration de la récupération musculaire. Et à côté de ça, avec des copains, je commence à partir en stage. Alors qu'est-ce que c'est le stage? Grosso modo, je commence à partir sur des périodes de vacances dans des endroits qui vont me permettre d'optimiser ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, je pars à la montagne. Alors, la montagne, c'est un grand sujet, mais sur un endroit que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Font-Romeu, dans les Pyrénées, où en fait, là, je vais entrer dans une phase de préparation foncière, c'est-à-dire que je vais faire beaucoup de volume, beaucoup de kilomètres, et là, mon entraînement grandit encore un peu. C'est-à-dire que je passe de 7 fois semaine à 14 fois semaine. Ah ouais, tu doubles. Ouais, exactement. Le matin en cours, l'après-midi en cours. Parfois, il y a un petit peu de vélo, mais grosso modo, il y a 14 entraînements, voire plus, parce que tout de suite, on rajoute une petite séance de une demi-heure, trois quarts d'heure de renforcement musculaire. Moi, je la compte comme une séance en plus. Voilà, donc bon. Mais ça, on le rajoute après un petit footing ou quoi que ce soit. Pourquoi partir en montagne? Après, c'est plus aussi pour la partie un petit peu plus physiologique, j'ai envie de dire, liée à l'altitude. C'est-à-dire que oui, il y a le volume de fait, etc. Mais tout de suite, voilà, je suis en vacances, j'ai rien à faire. C'est ça, tu dédies tout ton temps à le matin, j'ai ça. Le midi, je rentre, je mange. Je fais une sieste, je me réveille, je fais une petite collation, je repars courir, grosso modo. Bon, ça fait un petit peu moine quand on le présente comme ça, ne vous inquiétez pas, on fait quand même d'autres choses. Oui, voilà, il y a quand même des on moments va se balader sociaux un peu, à se balader. ouais, bien sûr. On va faire des jeux puisqu'on passe du moment ensemble, on va visiter, etc., etc. Mais voilà, c'est pas du tourisme non plus. Oui, c'est ce fameux environnement propice à l'amélioration de ta pratique où tu t'entoures de personnes qui sont comme toi pour
avoir ce côté un petit peu émulsion collective. Effervescence et voilà. Alors c'est vrai que sur fond romeux, même si tu pars avec 2-3 copains, comme c'est mon cas, tu vas te retrouver sur place avec plein d'autres gens qui font pareil que toi. Parce que forcément, sur le sport que je fais, qui est un sport d'endurance, il y a ce côté où en fait en altitude on va aller chercher la dette d'oxygène. Où plus on est haut, moins on a d'oxygène, et plus on s'entraîne en altitude, plus on va stimuler la fabrication de globules et qui va justement permettre une meilleure assimilation après au niveau de la mer sur la période de compétition. Donc c'est de l'optimisation encore en plus pour justement amener de la perf, clairement de la performance. Là je vais en vacances pour la perf. Et alors là c'est le stage en altitude, mais ça m'arrive régulièrement d'aller en stage l'hiver notamment, où tout de suite en France c'est plus compliqué, parfois il pleut, certaines régions il neige, il fait froid, etc. Et moi j'aime bien couper l'hiver en partant un petit peu plus au soleil. Au Portugal, en Espagne, où tout de suite je vais avoir des conditions météo qui vont me stimuler à aller courir. La course à pied fait voyager. La course à pied, enfin en tout cas moi, me fait voyager parce que c'est à l'heure actuelle du coup central dans ma vie. Et voilà, je voyage. Quand je vais en stage au Portugal ou en Espagne, il y a encore plus d'optimisation parce que du coup, je vais à l'hôtel, je ne fais pas la cuisine, je ne fais pas le ménage. Parce que je suis en pension complète. Alors attention, je ne vais pas dans les hôtels de luxe, hein. La course à pied, ça ne paye pas, on ne va pas se le cacher. Mais voilà, je vais dans des endroits qui vont me stimuler et qui vont m'aider à récupérer. Voilà, grosso modo, ne pas faire à manger, c'est quand même hyper luxueux. On ne va pas se le cacher. Ou tout de suite, quand je vais à Font-Romeu, on va avoir une dépense énergétique aussi parce qu'il faut faire à manger pour 2, 3, 4 copains, faire la vaisselle, pareil pour 2, 3, 4 copains, faire un peu de ménage. C'est tout bête, mais c'est de l'énergie que tu ne mets pas à l'entraînement. Donc dans l'économie de tous les à côté pour être à 100% dans ta pratique. Voilà. Bon après, c'est sur une période de l'année. Ouais. Voilà, c'est sur une période de l'année pour justement pousser ce gros bloc d'entraînement, cette grosse base foncière où tout de suite tu fais beaucoup de volume aussi et qui t'aide un petit peu à récupérer. Alors que si tu le faisais chez toi et que tu avais le boulot, le ceci, le cela, tu aurais des cernes jusqu'ici. Voilà, plus compliqué à mettre en place aussi. C'est hyper intéressant ça parce que là par contre il n'y a pas de pont direct avec la pratique, si ce n'est pas directement dans ceux qui recherchent l'hypertrophie, mais plutôt dans ceux qui font de la force athlétique, donc des sports de force, Ouais. où là par contre va y avoir des blocs. Alors là-dessus, bon, c'est pas du tout mon domaine de compétence, mais dans l'idée, vous enchaînez des semaines avec différentes proximités à l'échec. Et en fait, vous avez une approche un peu cyclique où vous allez monter de plus en plus haut dans vos charges pour vous préparer à une compétition où là justement il faudra être hyper efficace. Donc ça passe peut-être dans ces blocs-là, mais voilà, c'est sous réserve de ce que je peux connaître de cette discipline, mais c'est avoir des temps où vous allez avoir beaucoup de volume, beaucoup d'entraînement, et puis à l'inverse des moments où vous allez avoir des semaines plus légères, plus douces en intensité, plus douces en volume pour vous préserver et arriver prêt le jour de la compétition. Exactement, ouais, exactement. Mais voilà, après, deux disciplines très différentes aussi, comme on disait tout à l'heure avec ton frère, où tout de suite, musculation, sport de force, sport clairement de puissance. Moi, je fais du demi-fond, c'est un sport d'endurance où justement on va essayer d'avoir beaucoup de foncier pour voir un petit peu aussi se préserver sur les intensités et habituer son corps à cette répétition du geste, grosso modo. Voilà. Bien sûr que l'environnement, que ce soit chez n'importe quel cas pratiquant de sport, il va vouloir essayer d'être le plus optimal sur sa récupération, sur sa nutrition, etc. Bon, par contre, foncièrement que dans sa pratique spécifique, il y aura forcément des choses qui vont différer, et c'est bien normal. Sinon, on aurait le même gabarit avec Antoine, etc. Donc c'est clair que on reconnaît aussi de par la physiologie dont tu parlais, la composition corporelle de la personne, un
petit peu vers quoi elle se dirige et dans quel but. Ouais, exactement, ouais. Donc on était sur les stages d'intensité, donc où tu vas voilà, à fond remue pour justement perfectionner ton volume. Et donc ça, ça veut dire que juste après, tu as une grosse compétition en vue? Généralement, voilà, sur un stage de préparation d'altitude, on va partir 3 semaines, c'est généralement le minimum. Une vingtaine de jours, c'est le minimum en altitude, sachant qu'il y a toujours une phase d'acclimatation justement où on ne peut pas arriver en altitude et commencer l'intensité tout de suite. Parce que cardiaquement, c'est pas possible. Il faut pouvoir justement habituer son corps à cette dette d'oxygène. Et justement, après, pour pouvoir bien faire monter la forme, les 15 jours qui suivent, grosso modo, et puis après redescendre. Après, l'altitude, c'est assez personnel aussi. Il y a des athlètes avec qui ça marche très bien, il y a des athlètes avec qui ça marche beaucoup moins bien. Généralement, en redescendant d'un stage d'altitude, dans les quelques jours qui suivent, on se sent très bien. Et on a toujours une baisse de régime à 10, 12 jours, 15 jours même, après cette redescente au niveau de la mer. Et après, on a une remontée de forme liée vraiment à ce phénomène de l'altitude. Ça reste des grandes lignes, c'est pas quelque chose qui va être sur tout le monde, grosso modo. Voilà, et donc Bon, Antoine vient de stopper son tapis. j'ai l'habitude que... Donc du coup, tu étais en train de nous parler de ton parcours, comme quoi tu allais de plus en plus vers de l'optimisation et donc avec l'incrémentation de ces stages d'intensité. Donc ça, c'est au moment où tu as aussi ton activité professionnelle, donc une activité quand même assez intense. Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est pareil, c'est de l'optimisation aussi dans la pratique de mon boulot. C'est-à-dire que je vais essayer d'y aller soit avant d'embaucher, d'aller courir avant d'embaucher, aller soit sinon à ma pause du midi, ou soit d'y aller le soir. Alors, les jours où je double, et le matin et le soir, ça demande un petit peu plus d'organisation, forcément. Voilà un petit peu. Bon, après, C'est clairement le nerf de la guerre, l'organisation. Ouais. C'est-à-dire que ta pratique, elle est centrale et donc voilà, on mettait un peu tout ce qu'il y avait autour qui gravitait, donc on parlait de la récupération, etc. Mais il y a aussi ton travail et en fait ton travail va un petit peu se mouler à ça en fait. C'est-à-dire que ton travail, c'est forcément bien sûr ta priorité professionnelle, mais c'est pas ce qui va être décisif pour toi, ça va être clairement secondaire par rapport à la pratique de ta course à pied. Ouais, exactement. Et puis après, c'est faire attention justement à toute cette récupération. Parce que c'est sûr que s'il y a un jour où je me sens fatigué, que la nuit d'avant, j'ai dormi que 5 heures, et que normalement la journée d'après, j'ai prévu de doubler, je te garantis que si j'y vais le soir, c'est souvent une bêtise. Parce que c'est de l'accumulation de fatigue pure et dure. Il vaut mieux que je rentre chez moi, je fais un bon repas et je vais me coucher, quoi. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que tu parles des données depuis tout à l'heure. Et donc là, clairement, on fait un pont évident avec le pratiquant qui est investi dans sa pratique et qui fait gaffe à tout un tas de choses. Toi, comment tu fais ton tracking? Alors grosso modo, déjà, premièrement, je respecte la trame de l'entraîneur. Voilà. L'entraînement, comme on a dit, il est central. Je regarde mes données pendant mes entraînements d'intensité, à savoir est-ce que j'ai été plus vite, est-ce que j'ai été un peu fatigué, est-ce que j'étais un peu dans le dur, au niveau vraiment purement chronométrique. Voilà. Et après, il y a un deuxième facteur pendant les séances où on inclut un petit peu plus, c'est tout sur l'aspect cardiaque. Tout de suite avec justement de la prise de la fréquence cardiaque moyenne, la prise de fréquence cardiaque instantanée pour savoir mes pics, pour voir si à cette allure-là je suis bien, est-ce qu'à cette allure-là je suis plus bien ou est-ce que justement sur cette allure où d'habitude je suis bien, aujourd'hui je ne suis pas bien, donc peut-être que j'ai un petit peu de fatigue. Voilà, donc il y a cette donnée cardiaque forcément qui arrive pendant l'entraînement. Et puis après forcément les données un petit peu de sommeil que je regarde depuis maintenant bien 6 mois
où j'essaye de faire attention à ça. Sur la nutrition, je ne suis pas du tout aussi à cheval que toi, du moment où en fait je fais attention à ce que je mange et d'amener un petit peu de tout. J'ai pas trop de problèmes sur ça, sachant que bon, forcément j'ai une grosse dépense calorique aussi. Même si je bouffe trop ou quoi que ce soit, je suis quasiment sûr que je vais cramer mes calories, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, là, tu dis que tu traques absolument tout, mais finalement pas tes calories. Donc, ça peut être une piste finalement d'amélioration chez toi, de voir Ouais, un petit peu la ouais. nutrition comme un élément clé du pourquoi pas s'y intéresser et voir si ça peut faire la diff. Parce que là, clairement, tu es sur justement ces fameux gains marginaux du qu'est-ce que je pourrais vraiment améliorer. Qui est justement autour de ma pratique. Ouais, bien sûr, carrément, hein, j'en suis totalement conscient que le côté nutritionnel est hyper important. Certes, que j'arrive dans une phase où bien sûr il va falloir optimiser de plus en plus de choses si je veux continuer à progresser, même si voilà, l'entraînement reste central. Mais j'en suis conscient. Après, je vois ma pratique aussi comme un plaisir. Et après, il y a aussi le côté organisationnel, pardon, où aujourd'hui, je sais que je n'arriverai pas à mettre en place et à respecter un plan nutritionnel que quelqu'un me donne ou m'aiguille. Du moment où on n'est pas moteur, ça ne sert à rien, grosso modo. Donc voilà, sur les autres gains marginaux, par contre, ouais, je fais un petit peu attention à la prise de quelques compléments alimentaires. Bah, d'ailleurs, on en avait un petit peu parlé tous les deux, justement par rapport à pallier justement ces méformes à des moments de l'année. Et j'ai surtout l'optimisation aussi liée à la blessure. Où là, chez le kiné, je vais toutes les 15 jours, 3 semaines chez le kiné. Je fais de la cryothérapie assez régulièrement. Je fais de la pressothérapie chez moi 2 à 3 fois par semaine. Je fais mes étirements 2 à 3 fois par semaine également pour bien assouplir mes muscles et mes tendons. Je me fais quelques massages régulièrement aussi pour drainer un petit peu mes muscles. Voilà un petit peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté très réaliste en fait de ta pratique, c'est que en fait, tu maîtrises très bien la pratique, tu maîtrises très bien les à côté en termes de récupération avec les étirements, les massages, etc. Mais par contre, tu es conscient que si tu rajoutais une pierre à l'édifice, notamment la nutrition, bah, aujourd'hui, tu ne serais pas suffisamment investi, ou du moins, ça te semble pas aujourd'hui une priorité, parce que bah, déjà, tu fais des choses aujourd'hui qui te permettent de performer et de progresser. Peut-être que quand tu te retrouveras face voilà, à une contre-perf ou même à des difficultés à atteindre tes objectifs, peut-être que tu te diras, bon bah là, cette fois-ci, c'est bien d'ajouter la fameuse pierre de la nutrition à mon édifice. Et ça, je crois que c'est aussi un point qu'on peut faire avec n'importe quel pratiquant. C'est ce côté du il ne vaut pas trop surcharger la mule et se dire, bon bah aujourd'hui, enfin ou du moins pas aujourd'hui, mais dans ma pratique du jour, c'est pas de cumuler et entraînement et nutrition et dépenses et récupération et tracking des données et ci et ça machin, parce que en fait tu vas te surmener et avoir quelque part c'est un peu cette surcharge cognitive et bah, du coup tu vas plus savoir où donner de la tête. Donc ça c'est central, c'est soyez déjà expert de votre pratique, soyez ensuite expert d'un gain marginal, puis d'un second, puis d'un troisième, etc. etc. Ouais, je suis totalement d'accord, hein. Si tu amènes tout d'un coup, tu pètes un plomb, hein. Tu pètes un plomb parce que c'est plus naturel, parce que tu amènes trop de changements. Même parfois ton corps ne peut pas comprendre aussi. Alors que voilà, comme je disais, hein, par rapport à mon volume, j'y suis allé progressivement, hein. Donc je ne suis pas allé tout de suite sur 7 entraînements par semaine, des bottes, de pressothérapie, de kiné, machin truc. Non, j'ai 12 années de pratique, j'ai amené des choses au fur et à mesure. Parce que si on amène tout d'un coup, on est dégoûté. Après, je suis totalement d'accord que le jour où forcément je mets, je sais pas, 6 mois, 1 an, où je galère à passer des caps, à passer des paliers, je sais que j'avance aussi dans l'âge. Donc forcément, je vais sentir qu'il y a peut-être d'autres choses à apporter. Et je le sens sur la fatigue.
en vieillissant un petit peu, même si je ne suis pas un ancien, mais je sens que tout de suite, si je n'ai pas mes heures de sommeil, mais ça me crame pour la semaine et j'ai encore plus de mal à récupérer et mes footings ne sont plus de la phase de récupération, ils sont de la phase de rajouter de la fatigue à ce que j'ai déjà, quoi. Donc aujourd'hui, les données que tu récoltes, notamment sur ton sommeil, etc., tu es sûr à 100% de l'interprétation que tu vas en faire? C'est-à-dire que si tu vois que ta note de sommeil, je sais pas, alors je sais pas si c'est toi qui la juge ou si c'est une application, Ouais, les deux. les deux, voilà, et ben est-ce que ça tu vas le prendre au pied de la lettre? Est-ce que tu as déjà essayé justement d'aller contre les recommandations de ce que tu peux récolter comme données ou même de ce que peut te dire ton coach par rapport à un état de forme? Est-ce que du coup vraiment ce que tu récoltes comme données c'est aujourd'hui factuel et sur lequel vraiment tu peux te dire ok, ce que j'ai récolté c'est avéré et si je suis pas ce qui est écrit, je sais que je ferai de la merde? Non, pas toujours forcément, parce que y a des matins, tu te lèves, tu te dis, ah, je suis fatigué, je vais pas m'entraîner. Il y a beaucoup de matins où tu t'entraînes pas, hein. Donc forcément, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire, ah mais là j'ai mal ici, là j'ai mal ici. Alors faut pas non plus aller se mettre en kit, hein. Mais voilà, moi, ça fait une semaine, là, j'ai une petite raideur au niveau du périos, là, un petit muscle sur le tibia. Est-ce que j'ai arrêté de courir? Non. Par contre, est-ce que j'ai plus passé? Est-ce que j'ai plus étiré? Est-ce que j'ai essayé de moins marcher? Alors aujourd'hui, non. Mais du coup, j'ai été prévoyant sur tout ça. Et ce matin, j'ai fait un entraînement. J'ai rien senti. J'ai rien senti à ce périoste-là. Mais voilà, si on s'écoute trop, tout de suite, on rentre dans une spirale où on choisit la facilité aussi. Pour revenir aussi sur ce que, excuse-moi, mais juste pour revenir sur amener beaucoup de choses aussi en termes d'optimisation. Moi, j'ai déjà vu certains athlètes qui amènent tout assez rapidement. À 22, ouais, à 20, 22 ans, ils traquent leurs données de sommeil, ils s'interdisent des sorties, même en stage, hein, je ne vais pas jouer au Uno avec les copains jusqu'à 23h. Le lendemain matin, je m'entraîne à telle heure parce qu'à midi, je dois absolument manger, etc. Et c'est pas midi et quart. Enfin voilà, à 20, 22 ans, tu as 3-4 années de pratique. Pourquoi t'imposer ça? Ça se trouve, t'amènes tout d'un coup et t'as pas de marge de progression non plus. Ouais, Moi, je j'aime l'ai amené beaucoup. après 10 années de pratique, hein, j'amène de la marge de progression sur ces choses-là, quoi. J'aime beaucoup ce côté un petit peu rigidité dans la pratique qui en fait parfois peut juste te freiner et casser un peu ton bien-être. Ouais. C'est sûr que si... Enfin, ouais, je parle en connaissance de cause parce que je me rappelle avoir dit non à des soirées où justement tu y étais Mm. pour ne pas niquer ma séance le lendemain. Je me rappelle avoir dit non pour aller à un nouvel an parce que il y avait la séance le 1er janvier et que je voulais pas la niquer. Je me rappelle avoir dit non à une part de pizza ou à des gâteaux qu'on me proposait parce que j'avais mon tupperware et parce que sinon ça allait niquer mes calories sur la journée. Je me rappelle voilà, de tout un tas de choses comme ça qui en fait certes m'ont certes permis de tenir en fait mon cap, mais par contre qui m'ont niqué dans mes relations sociales et qui du coup m'ont peut-être éloigné de certains potes. Mais parce que voilà, j'étais dans ce mood-là. Et donc en fait ce que tu dis c'est que la rigidité de certains pratiquants dans leur modélisation de leur entraînement, eh ben, elle peut niquer aussi leur bien-être. Ouais, totalement. Et voilà. Et donc c'est bien en fait d'être finalement flexible dans sa rigidité. Ouais, c'est totalement le terme que je n'aurais pas du tout trouvé, mais il est plutôt bien choisi et carrément cool parce que justement, à avoir zéro flexibilité, on peut aussi rentrer dans de la frustration. Et je sais que moi, on parlait du plan nutritionnel. Demain, je fais un plan nutritionnel. Je ne vais pas dire que je rentre dans la frustration, mais je vais rentrer dans la frustration dans le sens où je ne vais pas réussir à le tenir, où ça va être trop contraignant dans mon mode de vie actuel pour justement le réussir, quoi. Alors, on te donne quelque chose, on te fait confiance et tu ne le réussis pas, ou tu n'es pas capable de le faire,
Enfin, c'est tout sauf amener de la confiance, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, ouais, il ne faut pas rentrer dans de la frustration et voilà, définir ses ordres de priorité. Après, voilà, comme Rémi disait, sur les soirées, un anniversaire, tout ça, il y a des fois où je dis bah non, je peux pas parce que le lendemain, je suis en compétition. Ou souvent, maintenant, je rentre de bonne heure parce que si je rentre à 2-3 heures du matin, vous pouvez être sûr que je suis cramé pendant 3 jours. Ouais, exactement, mais tu sais, c'est toujours ce côté du où est-ce qu'on place le curseur Ouais. est-ce que là, j'ai tout intérêt à être un peu plus rigide et là un peu plus souple, donc un peu plus flexible dans ma gestion. Tu vois, c'est très très difficile et j'ai pas forcément la réponse, Non, mais pas. c'est clair qu'il faut, je pense, mettre en place des compromis et ne pas se priver de certains moments où justement on va peut-être empiéter sur notre pratique sur la réussite de notre pratique, mais par contre, dans la tête, c'est là où ça va faire du bien. C'est là où justement, tu réalises bien trop tard que l'anniversaire d'un tel ou le repas en famille, tu le regrettes quelques années après quand justement tu t'es éloigné de ces personnes-là. Exactement, et puis après, bon, ça dépend aussi de la matrix dans laquelle vous êtes. Moi, je vis course à pied, je mange course à pied, je travaille dans le milieu de la course à pied. Est-ce que ça m'empêche d'aller voir mes amis d'enfance ou ma grand-mère tel ou tel jour? Non. Et au contraire, je suis très content d'aller les voir parce qu'ils ne vont pas me parler de fractionner ceci, chaussures de course à pied cela, compétition machin, marathon de ceci, marathon de cela. Et au contraire, moi je sais que j'en ai besoin parce que justement, ça m'évite de penser à tout ça à un moment donné de ma semaine, quoi. Et c'est hyper important. Putain, ça veut dire que là, du coup, je t'ai invité pour faire un stepcast où on parle de marathon. En fait, je suis le pire des potes, quoi. Ouais, je fais des heures sup. Je fais des heures sup, mais en vrai, Ah ouais. dès qu'on m'en parle, moi c'est comme le jukebox, tu mets une pièce et ça part, hein. Ouais, bah c'est la passion qui parle, hein. Ouais, Oui, tu ne diras totalement. pas le contraire, mais ouais, c'est très difficile à doser, hein, et je crois que j'ai pas encore trouvé le bon dosage. Toi, tu sembles l'avoir plutôt bien. C'est très très important de pas forcément mettre en second plan des choses, notamment sur le plan relationnel. Je crois que quand on a une vie de famille, quand on a des amis, quand on a de la famille, Mm. euh, restez proche d'eux, surtout si ils vous tirent vers le haut. Ouais, et puis même, il peut y Et avoir même aussi si vous... des moments de partage avec votre passion éventuellement. Si vous ne leur faites pas subir à votre entourage, ils seront hyper curieux et justement, ils seront même demandeurs justement à partager certaines choses. Ouais, ou même justement, comme tu le disais, que tu partages des choses qui n'ont rien à voir avec ta pratique, Exactement. parce que quand tu es tout le temps dans ton truc, tu oublies un petit peu que les choses autour de toi évoluent, bougent, Mm. et intéresse-toi aussi. Et là-dessus, ouais, Denis pourra le dire, on est même un peu tous les deux mauvais dans nos interactions, parce que justement, on fait pas gaffe en fait à ce qui nous entoure, et parfois voilà, ça nous porte préjudice. Voilà où on en est. Non, Donc, ouais. c'est une question de dosage et de tempérament aussi, hein. Ouais. Forcément, on n'est pas tous pareils sur ce sujet-là. Mais à partir du moment où dans ta tête, tu as compris ça, tu peux que évoluer. C'est-à-dire que le mec qui est persuadé qu'il fait les choses bien sur tous les plans, en gros qui passe suffisamment de temps avec son entourage, suffisamment de temps dans sa pratique, mais en fait qui n'écoute pas justement les personnes qui lui disent que non, en fait, finalement, elle n'est pas sûre enfin, elle n'a pas forcément compris sa perception. Et justement, la première des solutions, c'est d'avoir compris que tu étais justement dans cette carence-là. Ouais, je pense que c'est bien de l'évoquer ça. Non, mais c'est une très belle philosophie parce qu'on Ouais. on avait sur notre script, parce qu'on a fait un petit script avec Antoine pour justement guider un petit peu notre stepcast, parce que forcément on est très bavard, mais on avait un petit point clé là-dessus sur la partie philosophie de la pratique, que en fait évidemment que Ouais. c'est notre passion, que c'est le cœur même de Ouais. notre vie, en fait, tout tourne autour de ça, mais que par contre il faut doser. Ouais, il faut savoir se détacher de ça. Moi, je sais que, alors oui, très important sur le côté famille, amis, etc. Moi, j'aime bien un peu prendre le temps aussi, justement,
pour ça, même si on le dit souvent, on ne le prend pas assez. Mais moi, j'aime bien me déconnecter aussi en faisant autre chose que de la course à pied. Alors ça peut être du sport, ça peut être autre chose. Alors, moi je fais un autre sport transversal, mais pas de façon en compétition, je fais du vélo. Voilà, l'année dernière, je me suis dit, course à pied, non. Par contre, j'ai envie d'aller rouler. Je suis parti avec ma petite valise, enfin mon petit sac à dos grosso modo, et je suis parti pendant 4 jours faire du vélo. Et basta, j'ai réservé mes hôtels, j'ai vu personne, j'étais tout seul, mais ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir, j'ai pris énormément de plaisir à voir du paysage, de la montagne, de la nature, etc. À discuter avec des gens que je ne connais pas et que je ne reverrai jamais. Alors après, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller en nature aussi. Et l'année dernière, il y a eu une période où j'allais beaucoup en nature, me promener en dehors de mes entraînements, parce que je pensais ni à la course à pied, je pensais ni à mon domicile, ni à quoi que ce soit. Juste, voilà, j'écoutais les oiseaux, les animaux et le bruit du vent dans les feuilles, quoi, grosso modo. Après, ça, c'est mon truc à moi, mais ça peut être autre chose, quoi. Mais mec, je suis à 100% d'accord avec toi parce que je fais parfois des entraînements où j'ai mon casque mais j'ai pas de musique. Et j'ai la chance d'être dans ma salle de sport, donc parfois je m'entraîne sur des créneaux où il n'y a personne et juste être seul, sans bruit. Alors écouter le bruit des plaques qui résonnent ou écouter un peu l'extérieur parce qu'on entend quand même un peu les oiseaux, etc. Ça me suffit. Voilà, juste des fois être tranquille, me déconnecter de certaines choses. Alors par contre, t'as vu, hein, moi j'ai du mal à sortir de la salle de sport, toi tu y arrives très bien. Ouais. Après, je suis sur un sport extérieur aussi, c'est normal. Oui. Bon, ok. On est passé quand même très rapidement, je trouve, sur tes marathons et je crois que ça donne aussi la suite aussi un petit peu de ce que tu veux dans ton futur. Aujourd'hui, donc les marathons, c'est devenu un petit peu ta priorité, donc ce que tu as mis tout le temps en haut. Comment tu gères un petit peu tes futurs marathons? Tu parlais un peu de prépa, comment tu envisages les prochains? Tu disais Valence en décembre. Ouais. Grosso modo, une préparation à un marathon pour on va dire le commun des mortels, on parle de 12 semaines, 3 mois. Ça, c'est ce qu'on lit sur internet, sur n'importe quel entraîneur. On te parle des 12 semaines de prépa, patati patata. Moi, j'ai envie de dire, oui, c'est 12 semaines de focus sur le marathon. Mais déjà, le marathon, il commence bien avant. Dans le sens où, si tu te dis, oh, là, je vais m'inscrire à un marathon, j'ai 12 semaines pour le faire, mais ça fait 6 mois que tu n'as pas couru. Ça veut dire que les premières semaines, elles sont assez cool. La première, la deuxième, ça va. Mais dès la troisième, tu vas avoir des intensités. Sauf que si tu n'as pas fait tes 6 semaines avant, enfin, tes quelques mois avant sans courir, tu vas te dire, l'intensité, elle est un peu dure là quand même. Ça va être un peu délicat. Et c'est là où tu commences à accumuler de la fatigue. Grosso modo, moi sur une année complète, marathon ou pas marathon, j'ai à peu près 5 à 6 semaines où je ne cours pas. Voilà. Alors c'est un peu à l'envie aussi, mais généralement c'est ça. J'ai 15 jours, 15 bons jours au mois de juillet. J'ai souvent une coupure l'hiver de une semaine, 10 jours. Et j'en ai une semaine, 10 jours aussi en sortie d'hiver vers avril généralement, fin mars, début avril, où j'en ai une aussi également là. Sauf quand il y a du marathon, il y en a un petit peu plus, parce que le marathon généralement c'est 15 jours où je ne fais rien après. Voilà, régénération et faire autre chose. Aller voir mamie, aller écouter. Voilà, exactement, on revient sur ça. Voilà un petit peu. Du coup, le fait d'amener ce kilométrage général sur toute l'année est très important avant de débuter la prépa marathon. Typiquement sur mon premier marathon, ça s'est relativement très bien passé parce que je pense que j'avais fait un stage à Font-Romeu au mois d'août où j'avais fait une grosse base foncière, beaucoup de volume à pied, ou en tout cas j'avais fait des grosses semaines d'entraînement et ça jusqu'à fin août. Donc ça veut dire que fin août, j'ai eu des bénéfices jusqu'à fin novembre.
Bon, entre-temps, tout s'est bien passé, j'ai continué à bien tourner, à faire des bonnes semaines d'entraînement, à garder de la charge, à faire des bonnes compétitions, etc. Mais sur mon volume toute l'année, c'est ce qui m'aide avant tout pour le marathon. Je parlerai un peu plus chiffres par la suite, même si j'aime pas trop parce que justement, quand tu as énoncé le sommaire, tu disais comment on peut être Antoine, entre guillemets, mais je reviendrai sur ça un peu après. Voilà, cette base foncière, elle est faite toute l'année, même si je vais travailler différentes choses. Là, actuellement, je suis en pleine saison de piste, donc 3000 mètres, 5000 mètres. C'est des entraînements plus courts, mais plus intenses et plus rapides. Tout de suite, sur du marathon, ça va être plusieurs heures parfois, ou en tout cas parfois on peut monter à 2 heures, 2 heures et demie d'effort sur une sortie vraiment typée marathon où on va aller chercher des allures ciblées au marathon. Voilà un petit peu. Mais voilà, il y a un focus qui est fait sur les 12 semaines au préalable. Ok, bah dis donc, ok. Donc là, pour la fin d'année, donc concrètement, tu as dit, tu as Valence fin décembre. Ouais. Est-ce que tu peux donner, dans les grandes lignes, comment tu vois la chose? Est-ce que je vais réussir à relancer mon tapis déjà? Alors, il faut attendre un petit peu parce que, bon, en fait, les tapis qu'on a, pour la petite anecdote, euh, ils sont d'occasion, enfin, on les a achetés d'occasion, mais on les a récupérés, ils étaient cassés. Donc, on les a réparés, mais ils sont encore un petit peu abîmés. Donc, on ne peut pas forcément toujours bien gérer le temps d'utilisation. Donc par exemple, on peut mettre que 1 heure max sur celui-ci. Et celui-ci, on peut pas, par exemple. Voilà. Donc ça fait que pour le Stapcast, vous entendez des petits bip bip, mais on n'a pas trop le choix. Donc du coup, concrètement, mon cher Antoine, C'est bon, c'est reparti. c'est reparti. Dis-moi. Comment tu vois la fin d'année, du coup, concrètement, avec l'approche de ton objectif de l'année? Grosso modo, alors là par exemple pour Paris, je vais reprendre l'exemple de Paris pour parler un petit peu de ce qui s'est passé. Marathon de Paris, donc le tout début avril, le 7 avril. J'ai eu déjà une grosse base foncière l'automne dernier où j'ai fait du semi, j'ai fait du 10 km, etc. J'ai fait une petite coupure à la période de Noël, j'ai envie de dire, jusqu'à Noël. Et après, j'ai repris un petit peu avant le 31 janvier. Le 31 décembre, pardon. Où s'est enchaîné une grosse base aussi de revolume avec la période des cross-country. Et j'ai eu la chance de partir quasiment 3 semaines à l'étranger en stage au Kenya. Donc, ce qu'on revient sur tout à l'heure, altitude et voyage. Ok. Voilà un petit peu où là on a fait un petit focus sur des allures marathon avec des grosses semaines d'entraînement en termes de kilométrage et de séances spécifiques. Donc là, quand tu étais au Kenya, tu as fait ces fameux 14 jours par semaine, 14 entraînements par semaine? Au Kenya, je suis monté à 12 entraînements sur ma plus grosse semaine car il y a eu une journée où je n'ai rien fait. Sur ma plus grosse semaine, sur la deuxième, parce que la première, il y a eu le voyage où on n'a pas couru et après on a commencé à faire l'acclimatation, donc des petites sorties assez cool. Et la deuxième semaine, il y a eu un jour où j'ai pu récupérer, ni plus ni moins, pour aller faire un safari. D'accord, Voilà. ok. Donc c'est exactement sur ce qu'on parlait aussi tout à l'heure, sur changer les choses et profiter d'autres choses aussi qui existent autour de nous que sur la course à pied. Voilà un petit peu. Ok. Après ces 3 semaines donc au Kenya, je suis rentré plutôt en forme. J'ai continué ma saison de cross jusqu'au championnat de France. Et après, on a fait un focus sur le marathon pendant 4 semaines à peu près. Où justement, on est revenu un peu chercher les spécificités des entraînements qu'on a fait au Kenya pour finir cette préparation-là. Là, sur Valence, ça va être un petit peu différent. L'automne est découpé un petit peu différemment parce qu'il n'y a pas de cross à cette période-là. Donc il y aura une grosse base foncière au mois d'août, certainement un peu de 10 km sur le mois de septembre pour refaire une base de vitesse, entre guillemets, par rapport à du marathon. Au mois d'octobre, il y aura un focus un petit peu plus sur la distance au-dessus, donc 20 km semi-marathon. Et après, il y aura au moins 6 à 8 semaines
de prépa intensive que sur du marathon. Mais grosso modo, ce sera de fin juillet jusqu'à début décembre où où le matin je vais me lever et je vais penser au marathon de Valence, grosso modo. Voilà. Ok, bah voilà, le pont est encore tout fait avec la pratique de la musculation où tu parles de focus, donc focus sur la vitesse, focus sur tout un tas d'autres choses. Et ben la musculation c'est pareil. On peut avoir une programmation basée sur un focus sur le dos, sur les jambes, que sais-je, et après avoir des rotations où justement on va mettre l'accent sur une période, sur un muscle, suivi après d'une autre période où on mettra l'accent sur un autre muscle. Bref, tout ça en fait pour pallier à des éventuels retard ou des négligences dans sa programmation pour justement avoir une approche un peu spiralaire de je prends des muscles que je travaille peu, je les mets un peu plus en lumière sur une période et après je reviens plus tard sur un autre muscle en réduisant le volume. Enfin bref, vous faites varier ça et c'est ce que tu fais très bien dans ta course à pied. Et surtout, l'autre point clé, c'est que on ne devient pas un coureur de course à pied en 12 semaines, Non. mais que du coup, c'est bien la somme de toutes vos pratiques, de toutes vos séances cumulées sur une longue période que vous allez commencer à être bon. Et c'est la même chose en musculation. On ne peut pas espérer avoir des gros pecs si on commence sérieusement à les travailler on commence à les travailler au bout de 2 semaines, si vous voulez. Donc il y a aussi cette notion de longévité, de durée dans la pratique, où justement on n'a rien sans rien et que c'est des choses qui viennent avec le temps, à force de travail, à force de surcharge dans ton volume Antoine ou dans tes entraînements, toi qui écoutes ce podcast. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui en fait se font sur le temps et c'est la somme de ces entraînements, de ces séances de musculation qui vont créer ta masse musculaire ou créer tes performances en course à pied. Moi, je rajouterais juste un truc. Tu as parlé de tout ça dans le but de devenir bon. Moi, je vois la chose différemment. Je dirais qu'il faut justement amener de la progressivité dans son entraînement et dans sa méthodologie de travail, entre guillemets, pour réussir ses objectifs et pas pour être bon. Et ça, c'est différent. Parce que les gens ont une façon de voir le bon assez particulière. Sachant que le bon pour moi ne va pas être le bon pour toi, par exemple, tu vois. Et c'est hyper différent. Et le principal, c'est d'avoir le focus sur son entraînement à soi et sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Et pas que vous regardez chez le voisin. Ok, est-ce que tu as écouté le stepcast que j'ai fait en solo ou pas? Ouais. Justement, je parle justement de l'adhérence au processus plus qu'au résultat. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis là, c'est que en fait, intéresse-toi à ce que tu fais au quotidien et sers-toi-en comme l'élément clé de ta progression et pas directement sur le physique. Ouais, mais c'est indéniable et c'est la première chose pour éviter de la frustration. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus par rapport à ça? Sur le fait de réussir ou non l'objectif. Moi, pour le marathon de Valence, je sais où je veux aller. C'était exactement pareil sur Paris. J'avais une petite idée, mais voilà, j'étais là parce que j'avais kiffé faire toute ma préparation. J'ai kiffé aller au Kenya. J'ai kiffé aller faire mes kilomètres avec mes potes, même les jours de pluie. J'ai kiffé ma programmation à ce sujet-là. Il n'y avait pas de raison que le jour même, je ne kiffe pas. Et même si je n'avais pas réussi mon objectif chronométrique, même si j'avais mis 3-4 minutes de plus sur ce que j'avais prévu, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que mon assiduité, parce que ma passion, elle va me faire revenir au charbon les 15 jours après ma récupération et avec l'envie de vouloir faire mieux. Et ça, c'est pas une question de niveau, c'est juste une question de dépassement de soi et de savoir où sont ses objectifs. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, mais tout à fait. Comment dire, cette notion de l'investissement, en gros, c'est le sans rancune, quoi. Moi, j'aime bien dire ça. C'est tu fais les choses et tu te dis, je l'ai fait
parfaitement comme je l'imagine, comme je l'ai un petit peu designé, comme je l'ai, pourquoi pas, écrit. Et en fait, je tiens ça. Et bah, tu coches tout ce que tu as écrit. Et si à la fin, bah, tu as tout coché et que du coup, tu as un résultat qui en découle, et ben ce résultat sera euh, lié directement à ton engagement et il sera sans rancune parce que tu auras fait tout ce que tu pouvais faire. Mm. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Moi, là, je vais repartir pour le marathon de Valence. J'ai déjà hâte de recommencer alors que je vais attaquer qu'au mois d'août. Voilà, j'y vais avec des potes, j'y vais avec ma famille. Voilà, peu importe ce qui se passe, je vais y aller pour profiter aussi. Et si le résultat est en plus derrière, ce sera que du bonus, quoi. Et ce sera un énorme kiff. Et c'est ce qui s'est passé à Paris, hein. Donc en gros, Faut se faire plaisir. ouais, c'est ça, mais surtout que tu as ton cahier de route, Ouais, tu sais ce que tu as amélioré et ouais, tu travailles pour. Et ton exactement. objectif, c'est d'être toujours une meilleure version de toi-même par rapport à Exactement. hier. Voilà, Exactement. c'est ça, je veux dire, c'est la vibe que n'importe quelle pratiquant, peu Bah, importe son sport, je doit pense avoir. que sur ça, toi comme moi, on s'est un peu révélé comme ça. J'étais pas du tout compétiteur. Aujourd'hui, clairement, alors, je pourrais continuer à courir, à faire des petits footings, des petites sorties, etc. pour mon bien-être, etc. Mais je suis pas sûr que je me ferais aussi mal à l'entraînement si j'étais pas aussi compétiteur. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de compétiteur de base. Et sur ça, je pense que on se rejoint un petit peu aussi sur ça, Rémi, dans le sens où on n'était pas destiné à notre pratique aujourd'hui et à l'investissement qu'on met dans notre pratique. Toi, tu étais très investi dans le vélo et encore, tu as toujours été quelqu'un qui, dès que tu es dans quelque chose, tu t'investis à fond. Mais voilà, quand tu as démarré la muscu, jamais, même toi, tu t'es dit, vas-y, je vais être hyper investi, je vais avoir ma salle, je vais quand même être quelqu'un qui est hyper calé sur mon sujet. Et moi, quand j'ai commencé la course à pied, je me suis jamais dit, je ferai un marathon en moins de 2h30. Quand j'ai commencé, je me suis dit, mais waouh, 2h30, c'est énorme. Je me dis, mais même si je fais moins de 2h40, mais je serais tellement fort, j'aurais vraiment progressé, c'est vraiment ouf. Au final, je fais 2h18, je cours à plus de 18 km/h. Pour l'instant, j'espère encore me dépasser. Et ça, c'est une satisfaction. Ça, c'est une satisfaction. Ah ouais, trop trop bien. Alors, euh, quand j'ai commencé la musculation, c'était déjà parce que j'avais une certaine déterre qui m'avait Mm. été donnée par le vélo, si Ouais, tu veux. ouais, Donc, clairement. quand j'ai commencé la muscu, j'étais déjà bien entouré, bien sûr, parce qu'il y avait deux Ouais. qui pratiquaient un petit peu. Et puis même, tout de suite, je me suis dit, mais en fait, je veux être la meilleure version de moi-même. Mm. Et j'ai tout de suite attaqué avec une programmation structurée. Et Ouais. après, j'ai incrémenté. Alors, ça s'est fait quand même relativement vite. C'est vrai que du coup, l'exemple qu'on a donné, enfin, du moins, les tips qu'on a donnés par rapport au fait qu'on ajoutait des éléments dans notre pratique au fur et à mesure, moi, j'ai été la personne qui a un peu sauté certaines étapes et qui a essayé de tout mettre d'un seul coup parce que aussi j'avais un environnement hyper propice. Enfin, vraiment, j'avais la coloc avec Mm. mon frère, Ouais. lui était dedans déjà, donc j'avais juste à faire un copier-coller personnalisé de ce qu'il faisait. Voilà. Bon Antoine, tu as parlé tout à l'heure aussi de, tes, de ton travail, comme quoi tu travailles dans ce sport-là. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vis de la course à pied? Non, aujourd'hui, je vis pas du tout de la course à pied. J'ai beau être dans les, allez, quasiment 30-40 meilleurs marathoniens. Alors, ça dépend des années. Mais ouais, quand j'ai fait 2h20-50, je crois que j'étais à peine dans les 50 meilleurs marathoniens français. Je crois qu'avec mon chrono de Paris, je suis à peine dans les 30. J'ai des doutes. Cette pratique ne me fait pas du tout vivre. Aujourd'hui, j'ai un boulot. Alors, j'ai la chance de ne pas être à temps complet et d'avoir des aménagements pour pouvoir m'entraîner un petit peu. Mais forcément, je fais le choix aussi de moins gagner ma vie aussi. Et donc de mettre en parenthèse un petit peu certains projets personnels
de ce sujet-là. J'ai la chance que mon employeur m'aide un petit peu d'un point de vue matériel. Parce qu'aujourd'hui, tu travailles dans une boutique de sport. Ouais, je suis vendeur dans un magasin de sport. Donc j'ai la chance que il y a un peu d'aide à ce niveau-là, au niveau du matériel. Mais voilà, concrètement parlant, sur l'année, la course à pied me revient, ça me coûte de l'argent, entre guillemets, comme beaucoup de personnes, attention. Mais voilà, ça ne me fait pas vivre, ça ne me fera jamais vivre, je pense. J'essaye de progresser et d'améliorer pas mal de choses dans le but que ça me coûte de moins en moins cher, entre guillemets, dans un but d'optimisation, ou voire même justement de pouvoir débloquer certains budgets pour encore amener des améliorations d'optimisation. Je le vois plus comme ça. Là, je suis en pleine réflexion justement sur la préparation pour Valence, sur le système alimentaire pendant la course, qu'on n'a pas forcément évoqué. Ouais. Le système alimentaire pendant la course, parce que forcément pendant un marathon, on se ravitaille, on s'alimente. Aujourd'hui, il y a certaines technologies qui nous aident à voir où on en est sur notre courbe de glycémie. C'est des appareils qui ne coûtent pas forcément un peu cher et forcément voilà, c'est de l'aide à l'optimisation aussi, donc voilà, mon stage au Kenya, etc., c'est moi qui me l'ai financé, etc. Donc non, concrètement la course à pied ne me rapporte pas d'argent, elle me coûte plus de sous qu'autre chose. Si j'avais pas envie de mettre ces sous dans la course à pied, je les mettrais ailleurs et je courrais moins. Je ne vais pas pleurer, je ne vais pas pleurnicher. C'est aussi mon kiff et mon bien-être. Voilà. Exactement, ouais, très intéressant parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question au vu quand même des performances que tu peux faire sur tes derniers marathons, on peut se dire, hein, je pense que même les auditeurs peuvent le penser, de se dire mais en fait quand on fait deuxième meilleur français, quand on fait un top 13 sur le marathon de Paris et que du coup tu es que sur une voie d'amélioration. Est-ce que justement on peut prétendre aller au JO par exemple ou prétendre à faire des courses plus prestigieuses? Est-ce que le gap avec le monde professionnel est si grand? Alors après, voilà, c'est là où je voulais en venir un petit peu. C'est que, alors déjà, dans notre pratique de la course à pied, être sportif pro, c'est un peu flou dans le sens où en fait, il y a très peu de sportifs professionnels dans le sens où leur pratique leur génère des revenus, quoi. Oui, on a des athlètes en France qui génèrent certains revenus avec des sponsorings de marques, avec des entreprises qui les financent, avec des revenus que leur club leur obtient ou quoi que ce soit. Certes, sauf que la plupart de ces athlètes-là, ce n'est pas une entreprise, parce que ce serait un revenu. Une entreprise, il faut être salarié, enfin pour avoir un revenu, il faut être salarié d'une entreprise. Donc il y a certains athlètes de haut niveau qui sont embauchés dans certaines entreprises ou certaines institutions pour justement bénéficier de la sécurité de l'emploi. Donc c'est-à-dire que s'ils se blessent ou quoi que ce soit, demain ils ont un échappatoire, ils cotisent pour la retraite parce qu'on a de la chance d'être en France et qu'ils ont un revenu fixe. Parce que les grilles, les primes qui négocient avec leurs sponsors, les marques, etc. sont plus ou moins fixes et sont aussi en fonction de leurs résultats. Les primes de course, quand on termine premier, deuxième, troisième d'une grande course, on a ce qu'on appelle des primes sur des grosses courses. Ça, c'est vachement fluctuant aussi. Ça va dépendre de ce que tu fais et de si tu peux le faire et s'il n'y a pas meilleur. Ouais, et puis aussi, c'est toujours à mettre en face du déplacement, donc du coût du déplacement, du coût aussi Exactement. de logement, etc. Parce que Exactement. c'est tout ce que tu dis. Enfin, je veux dire, quand tu vas à Paris, que tu y vas avec ta famille, etc., c'est là où il y a aussi des arrangements avec des athlètes de très haut niveau où forcément, généralement, ils sont hébergés, ils sont défrayés au niveau de leurs frais de déplacement. Et en plus, s'ils se débrouillent bien, ils vont avoir une prime soit même une prime d'engagement, donc c'est-à-dire qu'ils ont un chèque au départ et une prime à l'arrivée s'ils terminent premier, deuxième, s'ils font le record de l'épreuve.
patati patata. Après, en parlant de haut niveau, tout de suite tu parlais en 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques, c'est à Paris. Oui. Il faut savoir que les minima, c'est un chrono, dans un sport chronométré, le chrono qu'il fallait faire chez les hommes est de 2h08 et 10 secondes. Donc plus de 10 minutes sur le chrono que j'ai fait à Paris. Et encore, il fallait faire ces minima, mais il faut être dans les 3 meilleurs français. En plus, voilà. Ouais. Nous actuellement on a 4 ou 5, on a 5 coureurs français qui ont couru moins de 2h08-10. Et donc il n'y en a que 3 qui iront au jeu, mais ça c'est la fédération qui choisit. Sachant qu'aller au jeu, intrinsèquement parlant, ne te fait pas gagner ta vie. Voilà. C'est après forcément le prestige de l'athlète olympique qui génère des contrats et des revenus. Et puis après, découle le travail d'influenceur finalement. Voilà. Oui, de personnes avec la notoriété. Voilà, représentation d'une marque. Ok. Voilà, mais tu te rends compte, mais c'est énorme. Hein, donc tu disais 10 minutes. 10 minutes, c'est 3 km. Sur mon allure, c'est 3 km. C'est-à-dire que ceux qui font les minima, enfin qui font 2h08-10, ils franchissent la ligne d'arrivée du marathon de Paris. Moi, je suis encore en 39e. Hein. Il me reste 3 bornes. Hein. Donc, c'est quand même énorme ce gap. Ok. Et là, par exemple, ceux qui ont gagné, celui qui a gagné le marathon de Paris, il l'a fait en combien ? Pour le marathon de Paris, je pense que j'ai pas le chrono exact, mais c'est aux alentours de 2h06. Ok. Ouais, donc mais pas français, voilà. Ouais, pas français, bien sûr. Mais on est sur un Kényan ou Éthiopien de mémoire, où là par contre c'est des athlètes professionnels. Okay. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On a sûrement plein d'autres choses à se dire, notamment sur la partie nutrition. Mais bon, écoutez, ce qu'on peut faire, hein, c'est en faire une deuxième partie à condition d'avoir les commentaires nécessaires. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions ou même à nous dire oui, on veut un deuxième épisode avec Antoine pour justement aborder des points un peu plus précis, surtout si ça vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas dans la section de commentaires à nous partager le retour d'Antoine dans un deuxième épisode et surtout vos questions. Comme ça, on fera sûrement quelque chose de plus guidé à travers vos retours. Ouais, je ne sais pas si ça s'est senti, mais je pense que je pourrais parler de ma pratique et de ma passion pendant des heures. Je le fais déjà toute la journée. Ça me dérange pas de faire des heures sup avec toi, bien au contraire. Donc voilà, s'il y a vraiment cet engouement et de vouloir découvrir un petit peu plus, soit la mentalité entre guillemets de l'entraînement poussé, comme Rémi peut avoir ou même Denis, l'optimisation, etc. Moi je suis ouvert et c'est avec grand plaisir que je pourrais revenir pour parler de sujets différents sans problème. Écoute, merci beaucoup Antoine. C'est vrai que ça faisait partie aussi des choses que je voulais absolument partager avec toi parce que cette déterre, tu l'as et tu continues de l'avoir. Et c'est hyper respectable tout ton parcours. Donc n'hésitez pas à suivre Antoine sur les réseaux, je mettrai tout ça en description. Suivez aussi sa fin d'année qui à mon avis va être très riche. Chargé. Donc voilà, je suis dans ce podcast avant tout pour parler de développement perso et Antoine vous a clairement partagé un petit peu sa vision des choses. Donc maintenant, si vous voulez être comme Antoine, vous avez un petit peu sa liste, sa petite to-do list. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais allez-y progressivement. Voilà, progressivement. Merci pour tout, merci pour votre écoute. Merci à vous. On vous dit sans doute à très vite et à bientôt. À très vite, à bientôt. Ouais, à bientôt. Je pense qu'on a fait les pas là. On a fait les pas, ouais. D'ailleurs, si vous êtes encore là, Antoine, quelle est ta moyenne de pas ? Ma moyenne de pas en phase de préparation, par jour, on est à peu près entre 19 et 20 000 pas, sachant que je cours 1 à 2 fois par jour, donc forcément il y a beaucoup plus de pas. Mais j'ai regardé ma fréquence de pas pendant ma coupure après le marathon et j'étais entre 10 et 15 000 en fonction de ce que je faisais la journée. Quand même, donc toujours très actif, peu importe la situation, course ou pas course. Donc voilà, hein, les steps, c'est la vie. Merci encore et à bientôt. À bientôt, au revoir.